Depuis plusieurs années, la France semble prise dans une tornade politique. Des gouvernements qui se succèdent, des premiers ministres qui tombent, des élections qui fracturent, une gauche et une droite éclatées. Et au milieu de ce chaos, un pays en crise. Des Français de plus en plus méfiants, désabusés, qui ne croient plus en leurs dirigeants, qui se sentent abandonnés par un système censé les représenter, mais qui ne les écoute plus. Alors, que se passe-t-il vraiment? Pourquoi notre démocratie paraît-elle aujourd'hui si fragile? Sommes-nous en train d'assister à la fin de la 5e République? Et surtout, vers où allons-nous? Ensemble, plongeons au cœur du système politique français pour comprendre notre République, les origines de cette crise et imaginer ce que pourrait être l'avenir de notre pays. Hello, moi c'est Anaïs, je suis avocate en Californie et je suis rentrée en France pour décrypter l'actualité juridique. Vous êtes plein à regarder mes vidéos YouTube et d'ailleurs on est presque 50 000 sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour me donner de la force et pour que je puisse développer cette chaîne d'actualité juridique. Merci beaucoup! Et d'ailleurs sachez qu'une grande partie de mes vidéos YouTube est démonétisée à cause des sujets un peu trop sensibles que j'aborde, donc c'est vraiment grâce aux marques avec lesquelles que je travaille que j'arrive à vivre et à développer cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, je voulais vraiment remercier Eve & Co de sponsoriser cette vidéo. Eve & Co, c'est une marque de culottes menstruelles et ça fait des années que je n'utilise plus que des culottes menstruelles. Pour être clair, les culottes menstruelles, ça remplace totalement les serviettes et les tampons. Vous avez besoin d'aucune protection supplémentaire, il n'y a pas de fuite, pas d'odeur et ça pendant 12 heures. Je trouve ça personnellement révolutionnaire. Alors déjà, ça pollue beaucoup moins parce que des tampons, des serviettes à usage unique tous les jours, ça pollue beaucoup plus que des culottes que vous allez garder durant des années. Ça a également un coût bien moindre puisque la culotte vous la réutilisez pendant des années alors que les tampons et les serviettes ça coûte extrêmement cher. Et en plus, les tampons et les serviettes ça peut contenir des substances chimiques alors que les culottes Eve & Co, elles sont 100% en coton bio, donc elles sont extrêmement douces et en plus, il n'y a pas de produits chimiques dedans. Quelque chose que j'aime vraiment avec les culottes Eve & Co, c'est qu'elles sont très fines, elles se voient pas, on dirait pas qu'on a une grosse couche. On a vraiment fait l'impression de porter une culotte normale. Et pourtant, l'absorption, elle est vraiment efficace tout au long de la journée. On est bien dedans, ça se voit pas, on reste au sec, vraiment, je les trouve super. Et si vous n'avez pas encore testé, je vous invite vraiment à tester les culottes menstruelles. En plus, Eve & Co, c'est une marque française, certifiée Bicorp. Et pour le Black Friday, il y a une super offre, vous avez moins 70% sur les culottes menstruelles, directement sur le site Eve & Co. Et avec mon code LENAR, vous avez 2 culottes menstruelles offertes. Donc je trouve que c'est une superbe offre. Et pour profiter de l'offre, c'est hyper simple. Vous ajoutez un produit à votre panier et ensuite vous ajoutez un pack de 2 culottes menstruelles. Et une fois les deux ajoutés, le pack de 2 il sera automatiquement offert. Alors c'est la plus grosse offre de l'année, les quantités elles sont limitées. Donc c'est vraiment le moment jamais d'en profiter. Vous pouvez scanner le QR code ou alors passer par le lien qui sera en description. En tout cas, merci infiniment à Eve & Co. Je suis trop contente de travailler avec cette marque française. Et maintenant, c'est parti pour la vidéo. Pour mieux comprendre la crise qu'on traverse, c'est très important de revenir à l'origine de notre système. On va poser les bases. C'est quoi la 5e République? Comment elle est née? Elle est née dans un contexte de crise puisque la 4e République avait beaucoup de blocages que les politiques n'arrivaient pas à surmonter. Une république, pour que vous compreniez bien, c'est une forme de gouvernement où le chef de l'État, donc le président de la République, il n'est pas héréditaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas au pouvoir parce qu'il a le sang, parce qu'il hérite d'un ancien président, etc. Il est élu et ensuite c'est pas le seul à détenir les pouvoirs. Il y a 3 grands pouvoirs. Le pouvoir législatif, c'est ceux qui font les lois. Le pouvoir exécutif, c'est ceux qui exécutent les lois. Et le pouvoir judiciaire, c'est ceux qui veillent au respect des lois et qui sanctionnent ceux qui ne les respectent pas. Une 3e République, 4e République, 5e République, etc. Ça va être comment sont répartis ces 3 pouvoirs, qui est en charge de ces 3 pouvoirs. En général, c'est la Constitution qui va organiser le pays, expliquer qui fait quoi, qui a tel pouvoir. Les normes qui vont diriger un pays, c'est sous forme de pyramide. En haut de la pyramide, il y a la Constitution. C'est-à-dire que tout doit respecter cette Constitution. C'est d'ailleurs un texte très très compliqué à modifier. En dessous de cette Constitution, il y a les traités internationaux. Les traités doivent donc tous respecter la Constitution. En dessous des traités, il y a les lois. Les lois doivent respecter les traités et la Constitution. Et en dessous des lois, il y a les règles qui doivent respecter les lois, les traités et la Constitution. J'espère que ça c'est clair, c'est hyper important. Donc, changer de république, ça veut dire changer la Constitution et donc changer l'organisation qui est en charge de faire les lois, qui est en charge de les faire exécuter, etc. Alors, très rapidement, la 4e République, elle a été créée en 1946, juste après la
l'après-guerre, donc c'est dans un contexte très tendu, on est en pleine reconstruction, on vient de subir une guerre mondiale extrêmement dévastatrice. À cette époque, il y avait des tickets de rationnement pour acheter à manger en France. C'est pour vous dire dans quel contexte on était. Dans ce contexte-là, dans la 4ème République, ils vont créer une république parlementaire. C'est-à-dire que le Parlement, il a énormément de pouvoir, c'est par exemple lui qui nomme le président de la République, et le président de la République, il a beaucoup moins de pouvoir. Le problème, c'est qu'un Parlement, c'est composé notamment de l'Assemblée nationale et du Sénat, et ce sont des assemblées, c'est-à-dire que dans l'Assemblée nationale, il y a un peu plus de 500 personnes, dans le Sénat, pareil, il y a des centaines de personnes qui travaillent. Et donc pour que l'Assemblée nationale prenne une décision, il faut qu'il y ait plus de la majorité des députés qui votent pour. Et ça veut dire que toutes les décisions sont hyper compliquées à prendre. S'il n'y a pas plus de la moitié des personnes qui sont pour, ça veut dire qu'on n'avance pas et donc on est complètement bloqué. Et la seule personne à l'époque qui est capable de gérer cette crise, c'est Charles de Gaulle. Grande figure de la Révolution française qui a participé à la libération de la France, etc. On demande à ce qu'il revienne au pouvoir. Il va donc revenir au pouvoir en 1958 en disant « Voilà, je vais créer une nouvelle constitution, une nouvelle république en mettant un président de la République très fort et pour ça, je vais faire un référendum pour savoir si oui ou non les Français vous voulez de cette nouvelle constitution. » Le référendum a lieu et le 28 septembre 1958, le référendum reçoit 82,6% de oui. La nouvelle constitution est donc adoptée et c'est le début de la 5e République. Comment fonctionne la 5e République? Cette vidéo, les gars, je la trouve trop importante parce que vous allez tout comprendre un peu grossièrement du système français et je trouve que c'est vraiment un problème qu'on a aujourd'hui. Personne nous explique comment ça fonctionne, personne nous explique ce qui se passe. On a du mal à comprendre ce que ça veut dire le gouvernement, Matignon, le Parlement, le président. En fait, on sait pas bien qui a quel rôle. On vote pour des gens, on sait même pas trop pourquoi on vote pour eux, etc. Cette vidéo, elle est vraiment faite pour que vous compreniez tout ce système-là. Je ne suis pas là pour parler politique, mais je suis vraiment là pour vous expliquer le système français. C'est d'ailleurs du droit constitutionnel, mais attention, ça va être très grossier, ça va être très simplifié. Ma mission, c'est que à la fin de cette vidéo, vous compreniez ce qui se passe et vous ayez les outils en main pour vous faire votre propre avis. Le pouvoir judiciaire, ici, on va le laisser de côté dans cette vidéo, puisqu'en fait, c'est les tribunaux, c'est les juges, etc. Eux, ils sont assez stables. Qu'est-ce qu'elle dit? La Constitution de 1958. La Constitution de 58, c'est un régime semi-présidentiel. Vous vous rappelez, la 4ème République, c'était un régime parlementaire. C'était le Parlement qui était très fort. Et bien là, cette 5ème République, elle est beaucoup plus centrée sur le président de la République. La 5ème République, elle repose sur une séparation des pouvoirs législatifs et exécutifs souple. C'est-à-dire que les pouvoirs, ils sont répartis, mais chaque pouvoir peut contrôler l'autre, peut limiter l'autre, peut un peu s'immiscer dans l'autre de manière à ce qu'il n'y ait pas de blocage. Le Parlement, il peut destituer le gouvernement, le président de la République, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Ils ont chacun des pouvoirs les uns sur les autres pour justement s'équilibrer. L'objectif, c'est que chaque pouvoir contrôle l'autre sans pour autant le paralyser. Concrètement, ça veut dire quoi tout ça? Le pouvoir exécutif, c'est le président de la République et le gouvernement. Le président de la République, il a une place centrale. Depuis 1962, il est élu au suffrage universel direct, ce qui est une grande nouveauté. Dans la 4ème République, je vous rappelle que c'est l'Assemblée nationale qui l'élisait. Élisait. Petit jeu de mots. Et en fait, ça permet de rendre ce président de la République beaucoup plus légitime puisqu'elle a été élue directement par les Français. Le président, il est élu pour 5 ans. Avant 2000, c'était pour 7 ans, mais il y a eu une loi qui a changé ça. Le président de la République, il nomme son premier ministre et il doit nommer son premier ministre en fonction de la majorité qu'il y a à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, donc le Parlement, on élit les députés de l'Assemblée nationale au moment des élections législatives. C'est d'ailleurs législative, ça vient de légiférer, faire la loi. Donc, on élit ses députés, il y a un peu plus de 500 sièges, et le parti politique qui aura le plus de sièges, eh bien le président de la République, il devra piocher quelqu'un de ce parti politique-là pour le nommer Premier ministre. Et retenez bien cette règle, elle est fondamentale. Alors il est censé le faire dans la pratique, mais la loi ne l'y oblige pas. Et ça va être un gros problème, vous allez voir. Alors attention, le président, il va jamais s'adresser au Parlement directement. C'est toujours le Premier ministre qui va aller parler devant le Parlement. Le Premier ministre, il travaille main dans la main avec le Parlement. Il fait un peu le liant entre le président et le Parlement. Mais par contre, le président de la République, même s'il s'adresse jamais au Parlement, il peut dissoudre l'Assemblée nationale. Et c'est d'ailleurs ce que Macron a fait en 2024, et c'est ça qui a aussi mené la France vers une situation un peu chaotique. Bref, le président de la République, il est responsable internationalement, il dirige les armées, etc. Il a un pouvoir très fort. Le Premier ministre, quant à lui, donc chef du gouvernement, il est nommé par le président de la République, il va ensuite composer son gouvernement, c'est-à-dire nommer tous ses ministres, et
Et ensuite, il va travailler main dans la main avec l'Assemblée nationale et le gouvernement va également faire des propositions de loi, des projets de loi à l'Assemblée nationale et au Sénat. C'est-à-dire qu'ils arrivent en disant coucou, voilà, ça c'est un texte de loi qu'on aimerait faire passer. Et l'Assemblée nationale et le Sénat, ensuite, ils analysent la loi, ils la modifient, ils la passent entre les deux chambres. Et une fois que les deux chambres se sont mis d'accord, la loi est adoptée. Alors on voit bien aujourd'hui que le Premier ministre, il est totalement dans l'ombre du président de la République. Il reste assez soumis au président de la République en général. C'est des profils moins populaires, peut-être plus techniques que ceux du président. Donc c'est vraiment le président de la République qui est la figure de l'exécutif. Dans la Ve République, son rôle est beaucoup plus encadré et limité. Donc le Parlement, c'est, on le rappelle, l'Assemblée nationale et le Sénat. L'Assemblée nationale, on vote pour eux dans les législatives et ils sont élus, les députés, pour 5 ans. Alors, le Parlement, il peut recevoir des projets de loi soit du Parlement lui-même, soit de l'exécutif dont on a parlé, le gouvernement. Pendant la 4ème République, le Parlement pouvait faire des projets de loi sur tous les domaines. Dans la 5ème République, c'est beaucoup plus limité. Il peut faire des projets de loi que sur un certain nombre de sujets. Et pour le reste, les projets de loi, ils viennent forcément du gouvernement. Donc ça, déjà, c'est une très très grosse limite. Mais après, même si le Parlement, il a été encadré, il garde quand même des pouvoirs très importants. C'est le Parlement qui vote le budget. La loi sur le budget, elle est votée tous les ans et elle est très importante parce qu'elle fixe quelles vont être ses dépenses pour l'école, pour les transports publics, pour la santé, pour la retraite, etc. Et ensuite, comment l'État va financer tout ça, donc quelles vont être ses recettes avec les impôts, les taxes. C'est ensuite le Parlement qui peut initier une procédure de destitution du président de la République, c'est-à-dire que on vire le président de son poste. Alors en fait, dans les faits, c'est tellement compliqué, genre il faut des majorités extrêmes qui ne sont jamais atteintes, qui n'ont jamais été atteintes, et je suis pas sûre qu'elles soient atteintes un jour. Mais par contre, le Parlement, il peut contrôler le gouvernement. Il peut lui poser des questions parlementaires, il peut mener des enquêtes sur l'action du gouvernement. Ensuite, il y a un vote de confiance et un vote de défiance. C'est que le gouvernement peut leur demander un vote de confiance pour savoir si ils ont l'accord ou non du gouvernement. Vous savez, comme ils doivent travailler main dans la main, le gouvernement et le Parlement, il doit voter oui ou non pour ces lois. Si le Parlement, il aime pas le gouvernement, il aura jamais la majorité et donc les lois passeront jamais et ça peut bloquer le pays. C'est actuellement ce qui se passe. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'ils fonctionnent ensemble. Et donc quand le gouvernement veut savoir, écoutez, je veux voir si oui ou non vous êtes de mon côté, et bien il va demander au Parlement un vote de confiance. S'il n'obtient pas la majorité, le gouvernement démissionne et il y a un nouveau gouvernement qui est mis en place. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Bayrou en septembre. François Bayrou, il est allé voir le Parlement, il a dit coucou les copains, est-ce que vous m'aimez bien ou non, est-ce que vous avez confiance en mon gouvernement ou non? Les parlementaires ont largement dit non. Bayrou a donc démissionné. Le deuxième vote qu'il peut y avoir, c'est le vote de défiance. En fait, on appelle ça également une motion de censure. Les membres du Parlement vont dire voilà, nous on veut destituer le gouvernement, on met en place une motion de censure, tous les parlementaires votent, s'il y a une majorité, boum, le gouvernement est destitué. C'est également ce qui fait que de se passer ces derniers temps. L'objectif justement, c'est qu'il y a un équilibre, c'est que chacun travaille ensemble. L'objectif, c'est pas de se destituer à tout bout de champ, c'est justement de se dire attention, si vous faites trop n'importe quoi, on peut vous destituer. Donc en fait, mettons-nous tous d'accord, écoutons-nous pour essayer de travailler ensemble, d'avancer ensemble, pour passer des lois face à l'actualité, etc. C'était ça l'objectif de base. Bon, vous allez voir, c'est un petit peu parti en cacahuète. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le président, il est censé nommer un premier ministre qui est issu de la majorité du Parlement. En fait, c'est pour justement que la parole de tous les Français soit prise en compte. Si les Français, à un moment donné de l'histoire, ils ont élu un président d'un tel parti, ça veut dire qu'une partie des Français a cet avis. Et si à un autre moment de l'histoire, ils ont élu une majorité dans les législatives d'un autre parti politique, c'est parce que à ce moment-là de l'histoire, ça répondait à tel besoin. Et donc du coup, comme le président est censé nommer un premier ministre issu de la majorité du Parlement, toutes les idées des Français doivent être prises en compte. Et c'est pour justement aider à travailler ensemble, à faire des compromis et à s'écouter. Le truc, c'est qu'en fait, cette situation, elle n'a pas posé de problème pendant des années parce que à partir des années 2000, le président était désormais élu tous les 5 ans et ils ont fixé dans le calendrier que les élections présidentielles, ça allait arriver 2 mois avant les élections législatives. C'est-à-dire qu'au final, tous les ans, au même moment, les gens vont élire le président et les députés. Alors que par exemple, les élections présidentielles pourraient arriver 3 ans après les législatives. Ouais, ça aurait très bien pu être en décalé. Le truc, c'est que comme les élections, elles ont lieu exactement au même moment, la même année, les gens à ce moment-là, ils ont forcément à peu près les mêmes idées politiques. Il va pas y avoir une majorité de droite pour les présidentielles et une majorité de gauche pour les législatives 2 mois plus tard. Ça met du temps pour que les idées politiques elles changent et que les tendances elles changent. Il faut plusieurs années. Donc en fait, depuis les années 2000, il y a toujours eu un président avec une majorité parlementaire du même parti politique que lui, puisqu'elle est élue 2 mois après, donc forcément ça va dans le même sens que son élection. Et donc du coup, il nomme
nomme un premier ministre qui est de son parti, puisque c'est issu de la majorité parlementaire. Et finalement, c'est un peu le président de la République roi, puisqu'il a les lois de son côté, le gouvernement de son côté, tout le monde va dans son sens, et tout se passe très bien. Et d'ailleurs, vous allez voir, ça va poser vraiment problème, puisque depuis quelques années, ce n'est plus le cas. Le président de la République, donc Macron, n'a plus une majorité de députés de son parti à l'Assemblée nationale, et pourtant, il ne nomme pas un premier ministre issu de la majorité de l'Assemblée nationale, et ça fait un énorme bazar. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'Assemblée nationale, elle fait que destituer le gouvernement, c'est parce que le gouvernement, il est pas de sa majorité, elle est pas contente, ils arrivent pas à avancer, ils sont pas du tout d'accord sur les lois. Même quand l'Assemblée nationale destitue pas le premier ministre, au final, elle vote contre ces lois et contre les lois proposées par le gouvernement. Donc en fait, tout le monde est bloqué, et c'est ça une énorme raison de la crise politique d'aujourd'hui. Un deuxième élément qui était notamment important pour justement essayer de balancer tout cet équilibre-là, c'est l'article 49.3. L'article 49.3, c'est pour que justement quand il y a une situation de blocage, c'est-à-dire que le Parlement, ils veulent pas voter pour un projet de loi du gouvernement et que la situation elle est urgente, la loi elle est très importante, etc. Le gouvernement, il peut dire au Parlement, ok, alors maintenant, soit vous acceptez ce texte et vous promulguez la loi, soit vous me destituez. C'est-à-dire qu'en fait la loi elle est tellement importante que si ce texte-là il passe pas, ça veut dire que vous me destituez, il y a plus de gouvernement et le président doit nommer un nouveau premier ministre, un nouveau gouvernement, etc. Donc c'est une action beaucoup plus grave et impactante que seulement refuser un projet de loi. Cet article 49.3, il est fondamental dans la Ve République. Il a été utilisé plus d'une centaine de fois depuis la création de la Ve République. Il est hyper important dès qu'il y a un gros blocage qui fait que ça n'avance pas pour par exemple notamment les lois du budget où il faut absolument qu'il y ait une loi du budget qui passe. S'ils se mettent pas d'accord, on peut pas non plus paralyser tout le pays, mettre en pause toutes les dépenses pour les écoles, la santé, la retraite, etc. Enfin, on est obligé d'avancer et de prendre des décisions. C'est pour ça que cet article 49.3, il est aussi important. Mais voilà, il y a eu des abus. Les parlementaires, ils ont pas envie toutes les semaines de destituer un gouvernement et qu'il y ait un nouveau gouvernement, ce serait beaucoup trop instable. Donc finalement, l'article 49.3, il permet au gouvernement de passer au-dessus du Parlement et de forcer le Parlement un peu à signer et à faire passer la loi. Cet article, il est nécessaire, mais attention, faut pas en abuser. Et donc c'est pour ça que Sarkozy, en 2008, il a fait une grosse révision de la Constitution. Cette révision donne beaucoup plus de pouvoir au Parlement, elle réduit un peu le pouvoir du gouvernement et ils ont notamment limité l'utilisation du 49.3 à une fois par session, c'est-à-dire à peu près une fois par an, sauf pour les lois concernant le budget ou la sécurité sociale, etc. Maintenant que vous avez compris un peu tout le système, c'est quoi cette crise qu'on traverse? Pourquoi Macron semble complètement dépassé par les événements? Il y a des gouvernements qui s'enchaînent, l'Assemblée nationale est dissoute, tout le monde est bloqué. Qu'est-ce qui se passe? Parce que les Français, on n'y comprend plus rien. Déjà, ça veut dire quoi traverser une crise politique? Une crise politique, c'est qu'en fait, quand les institutions ne marchent plus. Les institutions, c'est le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, le président, etc. C'est ça les institutions. Et quand elles marchent plus, c'est-à-dire qu'il y a des tensions entre les institutions, le gouvernement et le Parlement, ils s'aiment pas, ils se bloquent. Le président il dit bah tiens je vais dissoudre l'Assemblée nationale bah tiens je vais destituer le gouvernement. Quand ils sont tous en train de se taper dessus, s'engueuler et tout est bloqué puisque du coup les lois ne peuvent plus être passées, les lois ne sont plus votées, il y a plus de décisions pour essayer d'améliorer la situation, etc. C'est ça une crise politique. Les Français dans leur quotidien ils galèrent et ils voient des politiques complètement déconnectés qui se crêpent le chignon, qui n'en ont absolument rien à faire d'eux et qui oublient l'important, les Français, la situation des Français. C'est ça l'important, c'est pas qui a le pouvoir, qui est le président, on s'en fout des hommes politiques. Ces personnes-là sont censées œuvrer pour la nation et c'est plus du tout le cas. Donc les Français votent de moins en moins, se désintéressent de plus en plus, sont de plus en plus en rejet de la politique et tout ça, ça conforte cette crise politique. Une crise politique, elle vient très souvent d'un problème sociétal. Ce problème, c'est la dette publique. C'est-à-dire que la France est extrêmement endettée envers les autres pays, envers l'Union européenne, envers les banques internationales. Et tous les ans, la dette explose un peu plus. Le petit bénéfice de la France qu'elle a, il est même pas occupé à rembourser sa dette. Elle est utilisée pour payer les intérêts des emprunts. Donc c'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à payer les intérêts des emprunts. C'est un cercle vicieux qui fait que cette dette, elle est de plus en plus importante et que petit à petit, l'Union européenne va nous prêter de moins en moins d'argent, les banques également, et la France n'aura plus d'argent pour financer tout ce qu'elle finance. Et ça a un impact catastrophique sur la santé, l'éducation, la retraite et tous nos avantages sociaux qu'on a, on les a grâce à la dépense publique. C'est donc pour ça qu'il y a un
énorme stress dans la classe politique. Le sujet, c'est que les politiques, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur comment régler cette dette. Grossièrement, la gauche, elle dit il faut taxer les plus riches, sauf que la droite, elle dit si on taxe les plus riches vont partir, donc il y aura plus de boîtes en France, il y aura plus de richesse en France et l'économie va s'effondrer. La droite, ils disent il faut taper par exemple dans la retraite, puisque la dépense numéro 1 en France, c'est la retraite. La France, c'est un des pays qui dépense le plus pour la retraite. Donc la droite, ils se disent on va taper dans la retraite. Sauf que évidemment, ce discours, il est pas entendable pour énormément de Français qui triment, qui travaillent dans des conditions extrêmement dures. Personne n'a envie de voir sa retraite être décalée. Donc, puisque toutes les solutions sont critiquables, qui est arrivé en 2017 dans ce contexte-là? Macron. Il a récupéré les idées de gauche, il a récupéré les idées de droite et il a dit me voilà, j'arrive, j'ai la solution et il n'y aura plus besoin d'aller dans les extrêmes puisque je suis là. C'est un renouveau, c'est un nouvel espoir. On se dit tous ok, super, la droite ça marche pas, la gauche ça marche pas, allons pour Macron. Ça n'a pas était visiblement la solution, puisque 8 ans plus tard, on en est où on en est aujourd'hui. Une conséquence très importante, c'est que comme il a pioché dans les idées les plus centristes de la gauche et les plus centristes de la droite, du coup les seules choses qui restaient à la gauche et à la droite, c'était des idées plus radicales. Et donc en fait, Macron, il a complètement éclaté la gauche et la droite en France. Il y a plus de bipartis, il y a 3 partis, l'extrême droite, Macron, le centre, un peu de droite, et la gauche, mais la gauche sous toutes ses formes, de la plus modérée à la plus extrême. Bref, il y a le Covid, tout ça. Macron, il peut pas vraiment appliquer son programme comme il avait dit qu'il allait l'appliquer, puisque forcément, il y a une crise sanitaire majeure dans le monde entier. Donc, en 2022, au deuxième tour, Le Pen face à Macron, Macron est réélu. Le problème ici, c'est que Macron, il est pas réélu parce que les Français l'adorent. Macron, il est réélu pour faire barrage au Rassemblement National, donc au parti d'extrême droite. Et ça d'ailleurs, ça va se ressentir dans les urnes au moment de l'élection législative 2 mois après. Puisque là, il s'agit plus forcément de faire barrage à l'extrême droite, chacun va élire dans sa circonscription la personne qu'il souhaite élire. Le parti Ensemble, qui rassemble le parti de Macron, Modem, les centres, etc., n'a pas la majorité absolue. Au Parlement, pour avoir la majorité absolue, il faut plus de la moitié des voix, et ça veut dire que grosso modo, si on se met tous d'accord dans le même parti, toutes les lois qui sont proposées par des gens de notre parti, on va voter pour, et c'est comme ça qu'on va avancer. Il faut avoir 289 voix pour avoir la majorité absolue. Le groupe Ensemble aura 245 sièges, et ça va donc commencer le blocage des institutions. Ça a entraîné plein de problèmes, puisque par exemple, Macron a décidé de taper sur les retraites pour essayer de diminuer la dette publique, la fameuse réforme des retraites. Évidemment, Ensemble, ils n'ont pas tous les sièges, donc les autres partis politiques votent contre, donc ce projet de loi n'arrive pas à passer. Elisabeth Borne active le 49.3 et la motion de censure échoue à 9 voix près. C'est-à-dire que c'était très proche de ne pas passer ce 49.3 là et qu'il y ait un nouveau gouvernement. C'est pas le cas. La loi sur la retraite passe et ça a pas du tout plu puisque c'est une réforme tellement importante et au final cette réforme elle est passée en force par le gouvernement. Il n'y a pas eu la majorité des parlementaires qui ont voté pour et les parlementaires ils représentent les Français dans toutes les régions de la France. Et en 2023, le 49.3 il est utilisé presque de manière mensuelle pour toutes les lois sur le budget. Il y a vraiment une explosion du 49.3 dans le gouvernement Borne. Et tout ça évidemment, même si le 49.3 c'est nécessaire dans notre constitution, là il a été utilisé de manière abusive. Et donc dans ce contexte-là, Elisabeth Borne démissionne en janvier 2024. Emmanuel Macron nomme Gabriel Attal. Gabriel Attal à cette époque, c'est une figure populaire, c'était ministre du Travail, etc. Il va tenter d'apaiser les choses. Quelques mois plus tard, en juin 2024, il y a les élections parlementaires européennes. Tous les États membres de l'Union européenne, ils vont voter pour élire leurs députés au Parlement européen. C'est un peu le même fonctionnement que celui de la France, sauf que là c'est au niveau de l'Union européenne pour passer justement des traités européens, etc. Grosse surprise durant ces unions européennes, il y a un éclatement de la gauche, c'est-à-dire que la gauche se tape dessus, ils n'arrivent pas du tout à se mettre d'accord, mais il y a aussi énormément de voix pour le Rassemblement National, les partis d'extrême droite. Le soir même des résultats des élections de l'Union européenne, Macron annonce qu'il dissout l'Assemblée nationale française. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Alors vous allez vous dire... Pourquoi? On s'est tous demandé pourquoi. Alors officiellement Macron il dit, comme il y a énormément de votes pour le Rassemblement National au sein de l'Union Européenne, eh bien il faut que le Parlement français, il représente les idées actuelles des Français, donc je vous redonne la voix pour rééquilibrer la répartition des députés pour que ça représente vraiment les idées des Français. Alors pour moi, c'est du bullshit politique, Macron n'aurait aucun intérêt à faire ça. En fait, je pense que Macron, il s'est dit, là je vois qu'il y a la gauche qui a éclaté. Moi ça fait 2 ans que mes premiers ministres ils essaient de gouverner mais de manière chaotique, je vais essayer de profiter de cette
l'instabilité de la gauche pour pouvoir gagner des voix au Parlement en refaisant des élections et du coup avoir peut-être un peu plus de sièges et pouvoir avancer un peu mieux. Alors Macron s'est trompé puisqu'en fait il n'avait pas vu venir, mais il y a eu une grosse alliance, aka le nouveau Front Populaire, c'est-à-dire que tous les partis de gauche se sont mis d'accord, se sont soudés. Donc le PS, les Verts, la France Insoumise, etc., ils se sont tous alliés au moment de ces élections-là pour faire le nouveau Front Populaire. Et donc grâce à cette alliance, c'est eux qui ont eu le plus de sièges à l'Assemblée nationale. C'est donc inédit, le parti de Macron n'est plus le premier parti à l'Assemblée nationale. On a le NFP qui a 182 sièges, Ensemble qui ont 168 sièges. Alors je vous rappelle qu'avant ils en avaient 250. Donc Macron en faisant ça, il a perdu presque 100 sièges. C'était une énorme erreur stratégique. Et le RN, ils ont 143 sièges, alors qu'avant, ils en avaient 89. Donc Macron, en faisant ça, il a fait un boulevard d'opportunités pour le RN qui ont gagné énormément de sièges. Et donc là, on a un parlement qui est divisé en 3 parties, hyper proches les unes des autres. NFP, parti de Macron, RN. Mais le problème, c'est que le NFP, en fait, c'est pas un parti politique, c'est plein de partis politiques qui se sont alliés, mais qui ont dans les faits pas tout à fait les mêmes idées, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord et qui est du coup très fragmenté. Et là, je peux vous dire que ça a signé le début du chaos total. Puisque avec 3 partis assez équitables, je peux vous dire qu'il n'y a rien qui passe. Suite à ça, évidemment, il y a Gabriel Attal qui démissionne, puisque la tradition veut que le Premier ministre soit en accord avec la majorité parlementaire. Là, c'est le NFP, la majorité parlementaire. Et Macron, au lieu de nommer un nouveau Premier ministre, il attend 2 mois avant de le faire, ce qui fait qu'il y a une vacance, il n'y a pas de gouvernement tout l'été, en juillet, août, jusqu'en septembre 2024. C'est inédit. Hein. Macron, en septembre 2024, il va élire un nouveau Premier ministre, Michel Barnier. Michel Barnier, qui était à l'origine dans le parti Les Républicains et qui a rejoint Macron en 2017. Et dans tout ça, les Républicains, donc le parti de droite, l'ancienne UMP, ils ont seulement 60 voix. Donc en fait, c'est le parti politique qui est le moins représenté dans le Parlement. Donc c'est pour ça que les gens ils font que de dire que Macron en fait il est de droite mais il le dit pas mais il est de droite, c'est parce qu'il ne cesse de nommer des personnes de droite. Pour moi cette décision elle est contre la volonté de la 5ème République, de la Constitution de Charles de Gaulle. On n'arrivera pas à avancer si on a un parlement et un gouvernement qui se détestent. Très rapidement hein, le gouvernement il est renversé, il y a une motion de censure qui est votée en décembre 2024. Au moment de la loi sur le budget, le gouvernement Barnier est renversé. Il aura fait quelques mois. Suite à ça, Macron il doit nommer un nouveau Premier ministre. Il va pas nommer un Premier ministre de gauche, je vous arrête tout de suite, je vous spoil l'histoire. Il va nommer François Bayrou. Donc François Bayrou, il est pas du parti Les Républicains, il est centriste, modem depuis toujours. C'est quelqu'un qui est vraiment entre les deux. Pourquoi pas? C'est une idée, c'est une nouvelle stratégie. Mais Bayrou, dans son gouvernement qu'il nomme, il met surtout des personnes qui sont issues du parti politique de Macron, quand même pas mal de républicains. Hein. Alors il y a quelques anciens partis du PS comme Manuel Valls, mais il n'y a pas d'alliance avec la gauche qui est annoncée. Le budget, il est voté au 49.3. La censure, elle n'est pas votée. Donc voilà, on contrôle la crise, on arrive déjà à voter le budget pour l'année d'après 2025, mais c'est pas pour autant qu'on trouve une vraie solution. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est dans ce contexte-là que Bayrou, il a voulu tester son lien avec l'Assemblée nationale, il a demandé un vote de confiance, l'Assemblée nationale a voté contre, largement. Il y a eu 364 voix contre et 194 voix pour. Donc suite à ça, Bayrou démissionne en septembre 2025. Cette vote de confiance, il est quand même très majoritairement contre le gouvernement. Ça veut dire que cette situation, elle ne fonctionne pas. Il faut un renouveau. Il faut que Macron opte pour une nouvelle stratégie pour que le gouvernement représente plus le Parlement actuel, la volonté des Français, etc. Il va pas faire ça. Macron, il va nommer Sébastien Lecornu. On dirait vraiment une algue aussi qui s'accroche à son rocher malgré la tempête. Non, je ne veux pas lâcher mon rocher. Et donc Macron, il va nommer Sébastien Lecornu comme nouveau Premier ministre début octobre 2025. Sébastien Lecornu, il est de son parti politique, hein, à Macron, mais c'est un ancien républicain. Lecornu annonce son nouveau gouvernement le 5 octobre 2025, et dans son nouveau gouvernement, il y a Bruno Le Maire qui est ancien ministre de l'économie, et pour de nombreuses personnes, il est responsable du déficit énorme de la France, enfin il a une très grosse part de responsabilité. Il nomme également comme nouveau ministre Bruno Retailleau, il le nomme comme ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau, c'est le président du groupe Les Républicains. Le soir même, Bruno Retailleau tweet. Il dit qu'il ne participera pas à ce gouvernement. Alors là, c'est inédit. On avait dit que le Parlement pouvait destituer le gouvernement, mais c'était pas trop prévu qu'au sein même du gouvernement, les ministres de l'Intérieur, etc. disent non, moi je veux pas que tu me nommes, j'aime pas ce gouvernement, je refuse. Ça, c'était encore du jamais vu. Donc Bruno Retailleau tweet ça.
Autant vous dire que personne ne comprend, déjà que les Français sont complètement paumés, mais là ils se disent mais what the fuck, genre on a un premier ministre, il nomme un ministre de l'Intérieur qui dit non, je veux pas. La vraie raison c'est aussi et surtout qu'il y a pas mal de partisans des Républicains qui disent arrêtez de participer au gouvernement Macron, on n'aime pas les macronistes, arrêtez d'être mélangés en bisbise avec les macronistes. Le lendemain matin, Sébastien Lecornu annonce sa démission en disant qu'il n'arrive pas à composer un gouvernement avec tout le monde. Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte pas sa démission. Il dit non, tu te forces à être Premier ministre, tu t'accroches au rocher avec moi, tu fais un autre gouvernement, on s'accroche, on va trouver une solution. Sébastien Lecornu nomme un nouveau gouvernement. Voilà, pour l'instant, au jour en tout cas où je tourne cette vidéo, Sébastien Lecornu est encore Premier ministre. Alors il y a eu des motions de censure qui ont été évitées de justesse. Maintenant vous avez tout ce qui s'est passé chronologiquement parlant. Le bilan de cette situation, c'est qu'il y a encore cet énorme problème de dette. Et les politiques n'arrivent pas à se mettre d'accord sur comment on va diminuer cette dette, personne ne veut se mouiller. On a un président de la République qui n'écoute pas la volonté des Français, qui prend des décisions très discutables, avec la dissolution de l'Assemblée nationale, avec la nomination de Premier ministre du groupe Ensemble ou alors de Premier ministre du Parti des Républicains, alors que ce n'est plus une majorité à l'Assemblée. La majorité à l'Assemblée, c'est le nouveau Front populaire. Donc on a des Français qui ont l'impression que le président ne les écoute pas, que le président en fait qu'à sa tête. Sa stratégie, elle peut très bien être louable. Peut-être qu'il veut s'accrocher en essayant de trouver des solutions, etc. Mais le problème, c'est aussi son moyen de communication. Macron, il parle pas beaucoup en français. Si, il parle en français, mais il parle pas beaucoup au français. On a ce sentiment qu'il prend un peu les Français de haut, qu'il explique pas trop les décisions politiques. Et donc, quelle que soit la légitimité ou non de ces décisions politiques, le fait qu'il n'explique rien fait que les Français se sentent absolument pas écoutés, complètement délaissés, et donc se détachent totalement de la politique et de Emmanuel Macron. Le troisième problème, c'est qu'en plus de la dette et de la défiance de plus en plus grandissante de Macron, c'est qu'il y a un éclatement des partis. Il y a vraiment 3 blocs au sein de l'Assemblée nationale qui ne s'écoutent pas, et les partis en fait deviennent de plus en plus radicaux, qui refusent de plus en plus de travailler ensemble, et c'est ça aussi un énorme problème de la situation actuelle. Pour moi, je trouve que la responsabilité, elle va vraiment envers tous les hommes politiques. C'est-à-dire que la 5ème République, elle a été créée pour que la voix de tous les Français soit représentée, pour que les différents partis politiques puissent travailler ensemble, même si le président, il n'est pas du même parti que le Premier ministre, que l'Assemblée nationale. C'est pas grave, on va tous composer ensemble pour essayer d'avancer. Ici, les partis politiques ne s'écoutent plus du tout. On assiste à quelque chose de hyper théâtral à l'Assemblée nationale. Les gens crient, les gens rigolent, les gens se moquent, les gens se lèvent, les gens partent. Je me méfie énormément de ces discours-là parce qu'ils savent également que ces discours, ils sont filmés en direct sur la chaîne de l'Assemblée nationale, qu'il y a également énormément d'extraits qui sont repris sur les réseaux sociaux. Donc ils disent un petit peu ce que les Français ont envie d'entendre, parce que en fait tous ces hommes politiques là, quel que soit leur parti politique, quelles que soient leurs idées, ils ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Les élections présidentielles, ça arrive dans 1 an et demi, et donc au lieu de s'écouter, d'essayer de faire des compromis, de travailler ensemble, etc., ils sont tous en train de se mettre des bâtons dans les roues. Ils sont plus dans le rationnel, ils sont dans le passionnel. Bruno Retailleau, le fait qu'il tweete ça le soir même, c'est juste égoïste, c'est juste penser à soi, penser à je ne suis pas content, je n'ai pas été prévenu, je vais faire mon caca boudin, je vais foutre un bordel monstre, une honte à la France d'un point de vue international. C'est-à-dire qu'on est la risée de l'international. Ils se disent mais en fait c'est des enfants dans une cour de récré, ils sont tous en train de se taper dessus. Les Français, ils sont où dans votre discours? Parce qu'ils sont tous en train de dire oui, il faut faire ça pour les Français. Vous faites pas ça pour les Français, vous faites ça pour vos intérêts politiques et vous en avez rien à faire des Français. Je suis pas là pour prendre parti pour quelqu'un et je veux vraiment insister là-dessus. Je critique tous les partis politiques, quels qu'ils soient, et pour moi c'est une attitude générale de tous les hommes politiques actuellement. Et donc c'est là qu'on arrive aux limites de la 5ème République. Il y a une volonté de faire un parlement mesuré, modéré, avec un président très fort, sauf que le président, il est censé nommer quelqu'un en accord avec le Parlement. Aujourd'hui, il ne le fait plus. On s'est rendu compte que le système de notre Parlement, il fonctionnait si on avait une majorité absolue. Dès lors qu'il n'y a plus de majorité absolue au Parlement, les hommes politiques refusent tout compromis. Le Parlement ne fonctionne plus du tout. Donc le gouvernement, comme il n'est pas avec la majorité du Parlement, il fait que de passer des 49-3, ça crée encore plus un chaos. En fait, aujourd'hui, on est très loin de ce que De Gaulle voulait, de ce que Debré voulait au moment de la rédaction de la 5ème République. On est très loin d'une volonté publique, d'une volonté pour le peuple. Et donc voilà, on en est là aujourd'hui.
Alors, quelles seraient les voies de sortie? Les voies de sortie, ça peut être de continuer de gouverner minoritairement, c'est-à-dire un gouvernement qui est issu d'une minorité du Parlement. Et voilà, il peut négocier au cas par cas en tentant de faire passer des lois une par une. Ça va dans le respect des institutions, mais ça continue de développer cette instabilité politique. On n'est pas du tout à l'abri d'une nouvelle censure du gouvernement. Le nouveau gouvernement, il a déjà échappé à une motion de censure à 20 voix près. Il se peut très bien qu'il y ait une nouvelle motion de censure qui arrive et que le gouvernement soit à nouveau destitué. Et voilà, c'est un cercle vicieux. Une autre potentielle solution, c'est de changer de Premier ministre. Mettre un ministre qui irait dans le sens de la majorité parlementaire. Ce serait un symbole très fort de la part de Macron. Ça pourrait essayer de redéfinir les priorités, essayer d'avancer. Trouver un Premier ministre qui puisse, voilà, essayer d'apaiser les tensions, de communiquer avec tous les membres du Parlement, sachant qu'il y a quand même 3 blocs assez similaires. De toute façon, il n'y a pas de majorité absolue, même si il nomme un Premier ministre issu du NFP. Comme de toute façon, les 3 blocs refusent absolument de collaborer et d'avancer ensemble, je suis pas sûre que ça aide énormément, mais ça peut être important stratégiquement de la part de Macron. Il peut y avoir également des grands compromis nationaux entre certains partis. Voilà, on se met d'accord pour avancer ensemble sur certains sujets, sur le budget, sur l'énergie, sur la santé. Ça pourrait être mis en place. Il y avait les Républicains et Ensemble qui marchaient vachement ensemble ces dernières années. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une fracture entre ces deux partis politiques là. Ça peut être également très lent, c'est pas du tout sûr que les partis y arrivent. Tous les partis là, ils sont très extrêmes, campés sur leur position, ils refusent tous absolument de travailler ensemble. Une autre possibilité, ce serait pour Macron de dissoudre l'Assemblée nationale pour essayer justement de répartir à nouveau les politiques et essayer de trouver une majorité. Mais bon, aujourd'hui de toute façon, je pense que ça n'aidera en rien. Le risque pour Macron, ce serait surtout de renforcer le Rassemblement national, leur donner encore plus de sièges qu'ils n'en ont déjà eu, et ça changerait pas l'instabilité politique actuelle. Une autre solution, ce serait la démission de Macron, mais je vous arrête tout de suite, Macron il démissionnera pas. C'est quelqu'un qui est très fier, qui a son idée de la politique en tête et qui refuse par exemple de nommer un Premier ministre qui ne serait pas dans son parti, même si après la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, 70% des Français souhaitaient sa démission. On a eu un De Gaulle qui a démissionné quand les Français n'étaient plus en accord avec lui. Macron n'est pas De Gaulle et donc Macron ne démissionnera sûrement pas. Et la dernière possibilité, créer une réforme de la Constitution. Et est-ce qu'on réformerait pas la Constitution de là à avoir une nouvelle république, une 6e république? C'est intéressant de considérer cette option. Il faut analyser toutes les portes de sortie. On pourrait faire une constitution qui a un président un petit peu moins fort, ou alors également une réforme du scrutin. Il y a beaucoup d'hommes politiques, notamment les minorités ou alors les extrêmes, qui souhaiteraient que le scrutin des législatives soit proportionnel. Aujourd'hui, il l'est pas. Le nombre de sièges, il n'est pas proportionnel au nombre de voix pour chaque parti. En tout cas, c'est une vraie volonté de la part de certains groupes politiques, notamment le RN et le LFI. Je suis pas sûre que ça change grand chose, très honnêtement. En fait, pour moi, le réel problème aujourd'hui, c'est que on est dans une telle situation de polarisation, c'est-à-dire qu'il y a des pôles extrêmement éloignés, ils sont tous campés sur leur position, ils sont extrêmement radicaux dans leur discours. Qui travaillerait sur la rédaction d'une nouvelle constitution aujourd'hui? Pour moi, il faudrait que les tensions s'apaisent au sein des différents groupes politiques, qu'ils s'écoutent un petit peu plus. Et pour moi, si on calmait un petit peu toutes les tensions, l'atmosphère, les politiques travaillaient un petit peu plus ensemble, de manière un peu plus constructive pour les Français, au nom des Français et non pas pour leurs propres intérêts, je pense qu'on pourrait un petit peu plus avancer rationnellement. Pour moi aujourd'hui c'est ça le problème. Après je ne suis pas politicienne, je ne suis pas prof de droit, je vous ai fait un très très gros résumé de la situation actuelle. Mais en tout cas j'espère que vous aurez un petit peu mieux compris les enjeux aujourd'hui, les problèmes aujourd'hui et que vous pourrez vous faire vos propres avis. J'ai essayé au maximum de ne pas parler des programmes politiques des uns des autres parce que c'est pas ça le sujet. Moi je voulais vraiment vous compreniez le fonctionnement, ce qui se passe actuellement et ensuite allez faire vos recherches sur les idées politiques de chacun, les programmes politiques de chacun et là vous pourrez faire vos propres conclusions de qui vous soutenez. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup à Evenco de sponsoriser cette vidéo. Je vous rappelle qu'il y a l'offre du Black Friday plus avec le code Lénard 2 culottes menstruelles offertes. Il y a le lien en description et n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur les 10 ans du Bataclan et le plus grand procès du siècle. Gros bisous!